on offre depuis le mois de décembre la possibilité aux sourds et malentendants d'avoir 24 heures sur 24 France Info sous-titré. On a gardé la partie très qualitative faite par les humains, mais à côté de ça, tout le reste est fait avec une IA. Pour la première fois de l'histoire des JO, la flamme a été suivie de bout en bout de son arrivée à Marseille. Ça se faisait pas avant parce que c'était trop cher. Pourquoi on a réussi à le faire maintenant? La caméra, dessus, il y avait un émetteur 5G. À 100 mètres derrière, il y avait une voiture relais qui elle captait. On partait en Starlink et on faisait le montage de la chaîne en cloud. J'imagine que maintenant, ça va devenir un standard. Je vois pas comment les Américains ne peuvent pas le faire. Et sur les Jeux Olympiques, on a tourné des images justement pour le casque d'Apple et le casque Oculus. À Roland-Garros, j'avais le casque sur la tête et je faisais ça avec la tête parce que je suivais la balle. Une réalité, une vraisemblance quand même assez extraordinaire. Bienvenue dans Partage d'écran, votre rendez-vous avec la tech et le digital dans les domaines du sport, des médias et du jeu vidéo, présenté par Globant. Je suis Paul Depré. Et je suis Gaël Châtelier. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur toutes les plateformes, que ce soit les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. Et n'oubliez pas de nous liker, de vous abonner et de nous suivre sur toutes ces plateformes. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Brochard, DSI de France Télévisions. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, c'est vraiment quand on a lancé le podcast et le média avec Cyril et Gaël, on s'était toujours dit qu'on voulait recevoir France Télévisions parce que à la fois sur les expériences que vous construisez et surtout le souvenir que vous nous avez aidé à construire autour de Paris 2024, on voulait un peu comprendre un peu comment tout ça fonctionne, qu'est-ce que vous mettez en place, comment vous faites pour révolutionner un peu le métier. Donc c'est un vrai honneur que de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Et donc pour commencer, je voudrais... moi, toutes les semaines, j'ai un dîner en ville avec des amis. Et je vais fanfaronner ce soir pour mes amis et leur raconter que j'ai reçu le DSI de France Télévisions. Est-ce que tu as un elevator pitch pour moi pour que je gagne du temps ce soir et qu'ils comprennent bien qui est et que fait le DSI de France Télévisions? Je vais essayer de sauver au mieux ton dîner. Aujourd'hui, et ça ne surprendra personne, l'audiovisuel est devenu un sujet technique qui concerne beaucoup l'informatique. Alors on peut dire digital si on veut faire plus moderne, mais il fut un temps où il y avait beaucoup moins d'informatique, mais aujourd'hui c'est beaucoup d'informatique. Donc DSI, c'est être en charge quand même de la captation, qui reste quand même pour le coup pas de l'informatique, c'est-à-dire des caméras, des micros comme ceux qui sont devant nous. Mais très vite après on bascule dans le monde informatique, sur des routeurs, sur des serveurs, sur la manipulation, la modification qu'on peut faire de la colorimétrie par exemple. Et puis une fois qu'on aura les images et la qualité d'image qu'on souhaite, il y aura toute une partie de montage, de mixage, que vous connaissez bien évidemment aussi dans votre podcast, et qui aussi, tout ça évidemment est de l'informatique, puis la publication. Donc on est sur une chaîne continue maintenant de systèmes informatiques jusqu'à le téléspectateur, l'internaute qui consomme le programme. D'accord. Et donc, c'est les backstage de ce qu'on voit sur les écrans TV et sur tous nos mobiles, desktop, etc. C'est ça. Donc. C'est effectivement tout ce qui sous-tend technologiquement ce que tu regardes en tant que téléspectateur. Et toi, ton rôle, donc parce que France Télévisions, énorme groupe, avec, je crois que 300 personnes au moins qui travaillent pour toi. Ton rôle là-dedans, c'est la gouvernance de ces équipes. C'est quoi tes journées en fait dans France Télévisions ? Oui, c'est gérer un budget d'investissement, on va dire, autour de 50 millions d'euros. Je parle des chiffres parce que d'abord, c'est de l'argent public. Et donc, je pense qu'il n'y a rien à cacher là-dessus. Et donc, ça donne un ordre de grandeur un peu de ce qu'on a vu. Ce qui n'est pas tant que ça. Si vous comparez à d'autres boîtes, c'est pas des sommes qui sont du tout énormes, en fait, par rapport à l'impact de 2 millions de téléspectateurs qui nous regardent. Donc c'est une somme à investir en techno pour effectivement choisir les renouvellements des régies, comme je disais tout à l'heure, des régies, des studios, dans technologie on va le faire, à quel moment on va le faire, et puis pour l'information, comment on va effectivement après traiter ces images-là. Ce que je disais un peu tout à l'heure, comment on va les traiter dans nos systèmes, les partager et puis jusqu'à la publication. D'accord. Il y a un truc, parce qu'on a préparé l'émission quand même, et il y a un truc que tu disais l'autre jour qui m'a vraiment impacté
lors de l'IBC, qui est le plus grand salon de l'audiovisuel, en tout cas de la construction de l'audiovisuel, aujourd'hui, le stand AWS, donc Amazon, a remplacé le stand Sony. Donc c'est vraiment aussi une illustration de comment l'informatique ou le digital ou la tech a pris je dirais une grande part de ce qu'est la production audiovisuelle aujourd'hui. Oui, AWS, c'est évidemment le plus grand acteur de cloud mondial. Un certain nombre de nos services tournent sur AWS. Et ils ont développé, c'est pas simplement maintenant, depuis longtemps, c'est pas simplement l'hyperscaler qui permet de stocker vos serveurs. C'est aussi des fonctionnalités de traitement de l'image. D'ailleurs, ils viennent de lancer, par exemple, sur l'IA, Nova, qui est leur système d'IA. Et donc, on peut aller faire des traitements d'images entièrement dans le cloud sans avoir chez soi les serveurs qui le font. Je voudrais juste revenir sur France Télévisions. Pour moi, c'est une énorme machine, un énorme groupe institutionnel, public. On parle de technologie, d'avancée rapide, d'accélération, d'agilité. Est-ce que c'est pas antinomique avec un tel groupe dans lequel tu dois opérer en fait avec ces changements? C'est souvent ce qu'on croit. C'est souvent ce qu'on croit. Je pense que la différence avec l'image qu'on peut avoir du public, c'est que nous, on est en forte concurrence depuis toujours. En tout cas, depuis l'éclatement de l'ORTF, mais ça remonte un certain temps. Je serais ravi d'avoir des likes pour ceux qui ont se souviennent de l'ORTF. Voilà, qui ont regardé l'ORTF. Et donc, on est en concurrence, et notamment avec des groupes comme TF1, M6. Et donc, ça a toujours obligé, et ça continue à obliger France Télévisions à être agile, pour reprendre le mot que tu utilises, parce que on peut pas, évidemment, à aucun moment se dire que l'argent public qui est investi dans France Télévisions est complètement décroché des groupes que je viens de citer. Donc ça a toujours amené effectivement à innover. Alors innover en programme, et je vais évidemment pas vous parler de ça, mais innover en technologie. Ouais. Ce que tu disais est vrai. Je suis pas sûr que les auditeurs ou les spectateurs se rendent bien compte, mais 50 millions d'euros de budget pour l'équipe tech d'un groupe comme France Télévisions, vous optimisez énormément, parce que on peut, sans citer nos autres clients, mais dans le privé et des groupes US, c'est x10, x20. Oui. Pour une force de frappe, entre guillemets, donc le nombre de chaînes, audience, etc., qui est incomparable avec la vôtre. Exactement, c'est un vrai tour de force. En plus, on a, contrairement à ces groupes-là, nous, on a aussi un souhait, évidemment, c'est notre mission, mais de proximité avec les citoyens. C'est-à-dire qu'on a 24 si je compte par Île-de-France, mais il y a 23 régions sur lesquelles on est quand même très fortement implanté, avec finalement des petites chaînes télé dans toutes ces régions-là. Idem pour l'Outre-mer, 9 stations Outre-mer où nous sommes implantés, là c'est avec des chaînes de plein exercice, Nouvelle-Calédonie première, Réunion première. Et donc dans ce budget-là, il y a aussi effectivement l'investissement pour tous ces systèmes audiovisuels. C'est assez extraordinaire, vraiment. Je n'avais pas ce chiffre en tête. On peut peut-être partir sur le core business, Paul. Je crois que tu nous as préparé. Ça suffira pour ton dîner en ville, là, tu te sens chaud? Ouais, c'est bon, là, je suis assez bon pour ce soir. Je pense que ça va aller, quoi. C'est des amis qui t'invitent comme ça tous les mercredis pour présenter tes passions, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On a le DSI de France Télé avec nous. Évidemment, je ne peux pas ne pas te parler d'IA. J'ai compris et j'ai lu que France Télévisions, vous êtes assez pionnier finalement, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle d'IA, mais depuis 2018, vous faites de l'IA concrètement dans vos process, etc. Est-ce que tu peux nous citer peut-être 1 ou 2 cas d'usage qui ont transformé votre façon de travailler depuis 2018 ? Alors, écoute, ça tombe bien qu'on se voit aujourd'hui, parce que hier soir, le Premier ministre, François Bayrou, la ministre de la Culture, Rachida Dati, était à France Télévisions, accueilli par Delphine Ernotte sur les sujets d'inclusion. Donc la question tombe bien, parce que l'IA a beaucoup aidé l'inclusion, puisque nous avons lancé, il y a quelques mois, on travaille depuis des années dessus, comme 2018, comme tu l'évoquais, on a lancé une IA qui permet le sous-titre de France Info 24 heures sur 24. Avant, lorsqu'on faisait ça, on le faisait manuellement. C'était très qualitatif, c'était un excellent qualité de sous-titres. Mais évidemment, c'est coûteux et on ne pouvait pas se permettre, par rapport à un budget qui n'est pas extensible, évidemment,
de faire 24 heures sur 24. Et donc on offre depuis le mois de décembre la possibilité aux sourds et malentendants d'avoir 24 heures sur 24 France Info sous-titré. On a gardé la partie très qualitative faite par les humains, mais à côté de ça, maintenant tout le reste est fait avec une IA. Donc c'est un énorme changement pour eux. C'est-à-dire que tous les reportages, donc les plateaux sont sous-titrés, et les reportages qui sont diffusés sont tous sous-titrés. Oui, tout est sous-titré. Ouais, super. Et c'est que le début. C'est-à-dire que là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va forcément étendre ça parce que voilà, c'est un succès. Donc, enfin, c'est eux qui nous le disent, ceux qui l'utilisent. On va souhaiter probablement l'étendre sur d'autres éditions d'information. Et puis, ça ouvre aussi, on verra, ce seront des choix stratégiques, mais l'IA ouvre la question évidemment de la traduction. On sait très bien, on a tous utilisé des systèmes de traduction. On sait très bien que l'IA est très performante. On évoquait la liberté d'expression, ça peut être intéressant effectivement alors, il y a déjà évidemment des services qui sont dédiés à ça comme France Média Monde, France 24, RFI, mais et c'est leur rôle avant tout, mais ça peut ouvrir pour eux d'ailleurs et pour nous l'accès à la culture et à l'information française de façon beaucoup plus large à tout le monde. Quand tu dis traduction, tu parles des sous-titres ou est-ce que tu parles du doublage ? Alors moi je pense que le doublage, non, sur la partie info, ça peut arriver effectivement, par exemple si on a prenons l'exemple par exemple de ce qu'on a fait pendant les Jeux Olympiques. Ouais. Sur les Jeux Olympiques, tous les interviews de tous les athlètes se font en anglais. Ça va surprendre personne. Mais nous, on avait souhaité effectivement avoir une version française de leur interview. Tout ça, on l'a fait avec l'IA. Alors aujourd'hui, c'était de la voix anglaise vers le texte anglais et après du texte anglais vers le texte français. Okay. Mais si on voulait avoir maintenant la voix française, on voit bien qu'il n'y a plus qu'un pas à faire et ce ne serait pas particulièrement compliqué à la faire. Peut-être pas en temps réel, mais avec un peu de latence, voire quasi du temps réel finalement. Finalement, quasi du temps réel, parce que pour créer les sous-titres sur France Info, le système prend moins de 10 secondes. Pour vous donner le chiffre. Aujourd'hui, en 2025. Ouais, donc, prochain JO, ça va être... la vitesse où on sait où on va à la tech, ça va aller quand même assez vite maintenant. Mais c'est... D'accord. Et alors, la seule chose, nous enlevez pas Nelson Montfort. On va quand même pas dénaturer Nelson, ça fait partie... Ne nous enlevez jamais Nelson Ça fait partie de notre PAF. Ce n'est pas un souhait technologique, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. Bon, je crois que tu as déjà coché 2 cases dans ton interview. On parle des JO, tu as préparé ton dîner... non mais c'est pas mal là. Oui, les JO, je pense qu'il faudrait revenir dessus. Je pense que c'est vrai qu'il avait envie d'en parler. Et puis je crois que ta question sur le doublage automatisé, il y a un petit biais, non ? T'as pas envie de voir Gaël Châtelier faire partage d'écran en espagnol ? Si. Voilà, c'est ça. Sur les JO, si je peux rajouter une chose, et ça rejoint la question de l'agilité. C'est une des choses dont on est très fiers quand même sur les Olympiques au niveau tech. C'est la flamme olympique. Historiquement, bon, ça existe depuis le début des JO, mais on n'a envoyé que quelques images. Pour la première fois de l'histoire des JO, la flamme a été suivie de bout en bout de son arrivée à Marseille. Pendant tout son parcours en France, elle a été suivie en permanence. Comment on a fait ça ? Et pourquoi ça ne se faisait pas avant ? Ça ne se faisait pas avant parce que c'était trop cher. Bien sûr. Pourquoi on le fait ? On a réussi à le faire maintenant et c'est l'innovation qu'on a faite. La caméra était, je dirais, classique, mais dessus, il y avait un émetteur 5G en bulle locale, ce qu'on appelle du 5G privatif. Donc on se crée notre petit émetteur, à nous, notre petit monde de 5G. Derrière, à 100 mètres derrière, il y avait une voiture relais qui, elle, captait le message 5G. De là, on partait en Starlink sur le système donc Starlink. Et enfin, on était dans le cloud, sur AWS, et avec un partenaire qui s'appelle TVU, et on faisait le montage de la chaîne en cloud. Et donc, c'est 3 innovations d'affilée, 5G privatif, Starlink, montage dans le cloud. Et donc, on a fait à des coûts qui n'ont rien à voir. Je le précise quand même, parce que c'est important maintenant, avec une empreinte carbone qui n'a rien à voir. Parce que d'habitude, on envoie des hélicoptères sur le Tour de France, et des hélicoptères, des avions relais, vous imaginez. Donc l'empreinte carbone qu'on a faite, c'est divisé par 100. Et on n'a plus, et donc le CIO était ravi, parce que c'est la première fois, une fois de plus, je me répète, mais on est tellement content qu'on le répète, mais c'est la première fois que de toute l'histoire que la flamme a été suivie. Et j'imagine que maintenant, ça va devenir un standard. Je vois pas comment les Américains ne peuvent pas le faire. C'est fabuleux. Et c'est un vrai contenu... Je ne sais pas si tu as regardé les JO. Tu as regardé les Jeux Olympiques de Paris. C'est un événement incroyable. Et ce contenu-là, il n'y a pas le PSG, mais j'ai regardé. En teasing pendant 1 mois, pendant 3 mois, entre du 8 mai au 26 juillet. Plusieurs mois.
C'était incroyable. Ça faisait un contenu de suivi, de teasing qui était vraiment super. Avec un rôle qui est le nôtre, d'être sur les territoires ruraux, oui, en plus, et même voir toute la France. Oui, même outre-mer, avec la traversée sur le bateau, avec Armel Leclerc, tout ça, c'était incroyable. Quoi. Apparemment, tu as bien regardé les JO. C'est bien. J'ai bossé, j'ai travaillé un peu. Fan numéro 1. Non, mais je t'en remercie parce que je trouve que c'est très illustre. Enfin, ça nous permet de rendre concret toutes ces technos-là, de comprendre que de la flamme, il y avait une bulle 5G qui envoyait à Starlink, parce qu'on se dit Starlink aujourd'hui, alors c'est super, ça sert dans certains contextes, mais on ne se rendait pas compte que ça peut aussi servir par exemple pour de la transmission vidéo et pour nous permettre de suivre la flamme au quotidien et revenir derrière sur de la WS, du montage. Enfin, c'est extraordinaire. Et je pense, comme tu le dis, c'est un peu le début. On aura tellement d'innovations qui vont dans ce sens-là. Alors, pardon, je sors des JO, mais je vais retourner sur un terrain parce que je crois que les objectifs de France Télévisions, c'est divertir, éduquer et informer. C'est ça, les citoyens. Exactement. Les Français, et pas que, donc finalement, parce que si on arrive à traduire en temps réel, ce sera plus que les Français. Moi, je vais partir sur l'information. On parlait de transformation technologique et d'usage technologique dans la transmission, par exemple, le suivi de la flamme de Marseille jusqu'à la Vasque. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des évolutions technologiques dans la construction d'un journal télévisé. C'est quand même, en tout cas, c'eût été le moment important des Français à 20h, le journal télévisé. Et j'imagine qu'on ne fait plus un journal télévisé depuis la ligne éditoriale jusqu'au plateau, comme on le faisait dans les années 90. Tu peux nous raconter un peu les dernières innovations que vous, France TV, vous avez mis en place pour construire le journal télé ? Oui, tu parles des années 90, c'est intéressant parce que c'est justement où là ça a vraiment basculé quand même dans un autre monde déjà, l'information. Dans les années 90, puisque au début des années 90, il y avait beaucoup de cassettes encore, on appelait ça les cassettes bêta, pour ceux qui s'en rappellent. Et donc l'essentiel était encore complètement fabriqué avec des cassettes, c'est-à-dire on tournait avec des cassettes, on allait monter après avec ce qu'on appelait un banc de montage cassette, et tout se faisait en cassette. Dans les années 90, ça bascule. Il y a une société américaine qui révolutionne tout cela, qui s'appelait Avid, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui est un acteur toujours important du secteur. Les acteurs importants pour France Télévisions, c'est Avid, Adobe et Dalet. Voilà, c'est les trois systèmes importants. Donc on a commencé, effectivement, donc c'est vraiment l'histoire à l'américaine. Ils ont commencé dans un garage en Californie, et donc ils ont commencé à mettre, au lieu de cassettes bêta, dans des disques durs. Alors tout ça paraît complètement normal aujourd'hui, évidemment. On ne comprend même pas à peine que c'est pu être autrement. Mais effectivement, là, pour les chaînes d'infos, on va commencer à pouvoir aller beaucoup plus vite, parce qu'on va pouvoir enregistrer non pas sur des cassettes, mais sur des sticks de mémoire, qu'on va pouvoir mettre dans des serveurs tout de suite, et on va pouvoir accéder aux images, non pas que d'une salle d'ailleurs, mais toutes les salles qui sont connectées au réseau, évidemment, peuvent se connecter aux images s'ils en ont besoin sur des sujets qui peuvent être différents, avec un angle différent, mais peut-être avec les mêmes images. Et donc ça, c'est vraiment la grande révolution quand même des années 90 qui a eu lieu. On peut simplifier ça c'est la numérisation finalement des images. Oui. Ce qui derrière a permis la diffusion à différents. Okay. Ce qui va changer là maintenant, c'est que ces systèmes-là étaient encore pour beaucoup très local. C'est-à-dire que j'avais un système pour Paris, j'avais un système pour Marseille, un système pour Dijon, et pendant très longtemps, on a été un peu obligé de ça, parce que les débits vidéo sont tellement énormes. Alors, et je vous parle même pas en UHD, même si pour l'instant... on en discutera. T'envoyais pas quand tu devais envoyer la rédaction de Clermont-Ferrand, je salue Clermont-Ferrand, devait envoyer ses images à Paris, elle envoyait la cassette, et après elle envoyait le disque dur. Oui, et alors, ça c'était dans les années 90, mais si je regarde un peu plus récemment, on était capable d'envoyer quand même par le réseau le sujet, mais par contre, on n'envoyait pas tous les rushs. Donc là, ce qui va arriver dans les années qui viennent, et ce quoi on commence à travailler, c'est sur l'Hexagone, il y aura un système unique, où il y aura tous les rushs de toutes les stations de tout l'Hexagone.
Et chacun dans sa ville, alors je mets tout de suite, vous savez, les journalistes, ils font attention aussi à que leurs images ne soient pas partagées n'importe comment, ils ont bien raison. Donc on fera bien sûr attention à certaines règles, mais si je me base d'un point de vue purement technologique, alors on pourra accéder à tout. Et ça, ce serait effectivement quand même une grande richesse pour le groupe. Et dans ça c'est très clair sur la diffusion et l'accès, je dirais, à la matière qui est finalement l'image. Et sur la construction de la ligne éditoriale de l'info en soi, est-ce que... alors, on comprend aujourd'hui que les réseaux sociaux abreuvent beaucoup aussi sûrement les journalistes d'information et de fausses informations. Comment vous mettez en place des systèmes tech, des outils qui permettent d'avoir un accès, d'avoir l'information la plus chaude et la plus sûre pour le direct, pour le journaliste? Alors, les systèmes d'information, là aussi, sont de plus en plus partagés. C'est-à-dire que on a des boards, des tableaux où on voit arriver des fils d'actualité qui peuvent être de toutes les sources, et tout ça est partagé. Et puis, la construction du journal, on peut aussi partager les différentes lignes qu'on est en train de construire avec d'autres stations. Mais pour aller à une question que je crois entendre sur la vraisemblance ou la véracité, plutôt la vérité des images. En ce moment, on travaille beaucoup sur C2PA, qui est une nouvelle norme qui va permettre de tracer l'image, qui utilise la blockchain et qui va pouvoir vraiment tracer l'image pour s'assurer qu'elle soit vraie. On voit bien, on a tous été sur des réseaux sociaux, on a tous vu l'explosion des images créées par l'IA, et vous n'arrivez plus très bien à distinguer. J'ai vu récemment cette chanson des années 80, We Are the World, je ne sais pas si vous l'avez vu, chantée par tous les dictateurs du monde. Comment est-ce qu'ils ont réussi à les réunir dans une même salle? Ils sont forts, incroyable. C'est ça, ils sont forts. Incroyable. Et en plus, ils sont tous très souriants. Est-ce qu'ils n'ont pas tous 6 doigts, par contre? 6 doigts à chaque main. Ils ont tous des moustaches. De moins en moins. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que ce biais des 6 doigts, tu as raison, on le voyait au début, il y a 1 an et demi, mais il est en train de disparaître. Et donc, l'image est quand même de plus en plus vraie. Et ça va être de plus en plus difficile de distinguer l'image vraie de l'image fausse juste en regardant. On y arrive encore parce qu'on voit encore un peu que c'est un peu trop beau presque, trop léché, trop synthétique, mais il n'y en a plus pour longtemps, je pense, avant qu'on arrive à leurrer un peu tout le monde. Donc nous, on travaille une fois de plus sur ce protocole C2PA. On n'est pas tout seul, c'est un consortium, mais il y a plein d'entités, des entreprises qui sont dedans, je ne vais pas les citer, mais c'est les grandes entreprises de la tech qui sont présentes, et notamment de la tech audiovisuelle. Il y a aussi des partenaires comme nous, France Télévisions, qui somment dedans. Et c'est mettre un tag, un tatouage, sur l'image qui est inviolable, parce que la blockchain, qui est inviolable et qui certifie que cette image est vraie. Et ce qui est intéressant, c'est que même les acteurs de l'IA jouent le jeu et ils veulent mettre un tag, eux, sur l'image IA pour dire qu'elle n'est pas vraie. Mais c'est vachement intéressant aussi. Très bien, ok. C'était une question qui trotte dans ma tête, de me dire, est-ce qu'ils vont jouer le jeu aussi? Donc ils le font. Pour l'instant, ils disent qu'ils le font. D'accord. Par exemple, je discutais avec le responsable de l'IA d'Amazon qui dit qu'effectivement, lui, il y a le protocole qui va être mondial, qui va être C2PA, mais en plus, eux, ils rajoutent leur propre système de watermarking pour assurer que cette image, effectivement, a bien été créée par une IA. Alors, C2PA, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Parce qu'on essaie de décrypter les acronymes ici aussi. C2PA, en fait, il faudrait plutôt dire CCPA. Je triche un peu. Ouais, c'est Coalition for Content, Provenance and Authenticity. Et tout ça sur ton téléphone qui te l'a donné. Oui. Naturellement. Non. C'est normal et important. C'est une extension maintenant. C'est du digital, ça fait partie des choses importantes aujourd'hui. C'est génial que les acteurs de l'IA se prennent au jeu parce que finalement, c'est eux, je dirais, comment on appelait ça, le patient numéro 1. Le patient zéro, c'est eux. Le patient zéro. Quand tu as des Sunho, des AWS, des hyperscalers qui génèrent en fait ces contenus créés par l'IA, si eux nous disent pas, il y a un watermark, il y a un tag, il y a un début de blockchain qui dit ça a été généré par l'IA, ça va être très compliqué dans le futur de pouvoir le décrypter. Oui, je crois. Alors, je vais pas me permettre de parler de la séquence politique en train de vivre en ce moment, mais on va se placer avant alors. En tout cas, tous les acteurs avec qui on discutait de la tech américaine ont effectivement cette forte conscience qu'ils doivent jouer un rôle dans la véracité. Ils doivent jouer un rôle, ils souhaitent le jouer dans la création, évidemment, mais ils font attention aux dérives que ça peut avoir. C'est en tout cas dans les échanges qu'on a avec eux.
Et pour revenir sur ma question de la création du JT et de l'édito, il y avait aussi un point sur lequel je voulais te faire réagir. Comment aujourd'hui un journaliste se positionne, toi qui les côtoies certainement plutôt derrière la caméra, moins face caméra, mais comment un journaliste se positionne finalement avec cette espèce de raz-de-marée de X et autres réseaux sociaux qui finalement remplacent un peu leur job? Parce que c'est plus aujourd'hui Bruno Mazur qui va annoncer aux 20h la nouvelle que personne ne connaît. Tu l'as déjà sur X. Comment ils vivent ça aujourd'hui, ces gens-là? Je pense que c'est peut-être pas Bruno Mazur, pour reprendre ton exemple, qui annonce la nouvelle, mais c'est parce que tu l'entends d'Anne-Sophie Lapix que tu te dis que la nouvelle est vraie. Et c'est ça qui est... Et moi, je pense au contraire... C'est notre blockchain. Oui, je pense qu'au contraire, notre rôle est plus évident qu'il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui... ce qui va de plus en plus, je pense, prévaloir, c'est la véracité de l'information. L'information, elle est partout. Ouais. Tu cites le réseau X, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être le réseau que tu veux. L'information est partout, on parle même d'infobésité, il y a de l'information partout. Bon. Donc je pense que la valeur ne va plus être tant dans la génération de l'info, ou en tout cas de la répéter. La génération peut-être encore, mais en tout cas pas de la répéter. Mais ça va être la véracité. Et là, je pense qu'en tant que service public soumis par définition à aucun acteur privé, puisqu'on n'a pas d'actionnaire sauf l'État, je crois qu'au contraire, notre rôle est encore beaucoup plus important qu'il y a 10 ou 20 ans. Très vrai, très très vrai. Et d'ailleurs, à titre personnel, je trouve que France Info et le groupe France Télévisions font un travail admirable sur cette capacité à détoxifier, entre guillemets, l'information et de faire un vrai travail de démonter les fake news. Et je trouve ça assez brillant, en tout cas. Merci. Et je rajoute, j'ai pas trop parlé parce que je sors de mon rôle mais bon, ça fait. Mais par exemple, on a rallongé le 20h. Je sais pas si vous avez noté ça. Si vous êtes un bon spectateur d'IGO, est-ce que c'est un bon spectateur du 20h aussi? Parce que vous avez retardé le début des matchs de foot. Donc, voilà. mais le 20h a été rallongé justement pour se donner le temps, un peu à l'inverse de ce monde qui va trop vite, se donner le temps de décrypter. Continuons sur l'IA. Et d'ailleurs, tu m'as tendu pas mal de perches jusque-là parce que tu as cité beaucoup d'acteurs avec qui vous travaillez, qui sont des acteurs nord-américains ou pas forcément français. Et vous avez une mission de service public. Comment tu te situes en tant que DSI sur les sujets de souveraineté de la donnée? Parce que clairement, tu nous le disais, vous bossez avec AWS et certainement avec les autres pour d'autres sujets. Et pourtant, on parle en même temps de tout garder sur le territoire européen, sur de la donnée française, en tout cas sur des clouds français. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors déjà, qu'en penses-tu sur le sous-titrage, parce que j'ai donné l'exemple du sous-titrage, c'est bien hébergé sur un service cloud AWS, qui est un nord-américain, comme tu le disais, mais la start-up qui fait le speech-to-text est une start-up anglaise qui s'appelle Speechmatics, donc je le précise. Je crois effectivement qu'on doit essayer, tant faire se peut, avec de l'argent public, d'essayer de faire émerger ou de défendre des sociétés tech françaises ou européennes. C'est ce que nous faisons. Le système de l'info est beaucoup basé sur Dalet, qui est une société française, et sur une autre société, Open Media, dont les bureaux sont à Munich, en Allemagne. Tout le catalogue de l'entreprise, avec toutes les données programmes, c'est un système belge d'une société qui s'appelle Mediagenix. J'ai l'impression de faire beaucoup de pubs. Donc c'est l'Europe. Beaucoup de marques. C'est l'Europe des marques. C'est très bien. Mais c'est important de citer ces entreprises, parce que ce sont des entreprises, une fois de plus, européennes. On aimerait aussi beaucoup être cités, nous, plus souvent par nos clients. Grâce à Globant, on fait ci, on fait ça. Derrière le stade, c'est Globant. N'hésitez pas. Sur le cloud, je pense que il est important de travailler avec les hyperscalers américains parce qu'ils ont quand même un savoir-faire technologique. Sur AWS, oui, c'est difficile. AWS, Azure, Google Cloud Platform sont aujourd'hui les meilleurs hyperscalers du monde. Donc il y a des sujets, il y a des fonctionnalités dont on a besoin et qu'on va chercher. Pour autant, il y a quand même aussi d'excellents clouders français, des sociétés qui existent. Scaleway, OVH, pour en citer que deux, mais d'autres. Et je pense que moi, je souhaite qu'on essaye de travailler de plus en plus avec ces sociétés-là. Et concernant l'IA, par exemple, on va bientôt déployer à France Télévisions un portail qu'on appelle le Mediagen, c'est le nom qu'on a donné.
c'est qui permet à tous les collaborateurs d'accéder à des LLM comme ChatGPT. Alors, l'intérêt, c'est qu'ils ont tout de suite accès à l'offre payante de ChatGPT, alors que s'ils le font dans leur coin, ils vont accéder à l'offre gratuite. L'intérêt aussi, c'est que les données restent à France Télévisions. C'est-à-dire que si je mets un document à résumer, le document ne monte pas dans le système d'OpenAI, il va rester chez nous. Là, je cite exprès un ChatGPT, mais c'était pour vous dire qu'on souhaite absolument, quand on va lancer le service, qu'on ait Mistral également dans le choix des LLM, pour montrer aussi qu'il y a la possibilité d'avoir Mistral et qu'il y a un excellent LLM. Et donc, c'est important effectivement de défendre ce type de solution. Le moteur par exemple de recherche, quand vous ouvrez votre navigateur dans l'entreprise France Télévisions, et depuis des années, c'était à la demande de notre présidente Delphine Ernotte, le moteur de recherche, c'est pas Google, c'est Quant. Donc effectivement, vous essayez de autant que possible, effectivement, d'utiliser des outils européens, et c'est tout à votre honneur. Moi, je trouve que ça pose une question. Alors, je ne sais pas si ça va passionner vos auditeurs, parce que c'est un peu technique, hein, mais pas technique au sens informatique, technique au sens administratif. Se posera, à mon avis, à un moment ou l'autre, la question de l'appel d'offres public, et des critères de choix de l'appel d'offres public. Aujourd'hui, je suis, en étant une société financée pour l'essentiel par la subvention, même si on a des revenus publicitaires, le chiffre est public, hein, on touche un peu plus de 2 milliards d'euros de subventions. On est donc soumis à la commande publique. Donc je suis obligé de faire des appels d'offres publics, ce qui est très bien, ça oblige à la transparence de la dépense publique. Sauf que dans les critères que j'ai, je n'ai pas le droit aujourd'hui de mettre un critère de préférence nationale ou européenne. Et je pense que c'est une question dans les années à venir qui devra se poser. C'est-à-dire que si on veut faire émerger des champions de technologie, et les Américains le font très bien, ils savent très bien dépenser l'argent de l'État américain, de la défense par exemple, pour financer leurs startups. Et nous, on n'a pas encore ce système motorisant à en faire un critère de choix. Ouais. Donc c'est au mieux 10 ans sur un appel d'offres si c'est un Américain. Si je note sincèrement, et je suis obligé de noter sincèrement, hein, parce que sinon c'est pas légal, donc si je note sincèrement et que celui-là est meilleur en termes de qualité-prix, je suis obligé de le prendre. Et donc c'est ce que je fais, et je crois que les années qui viendront poseront un peu cette question de la dépense publique, hein, et de nous permettre légalement de faire une préférence nationale ou européenne. Je pensais que c'était déjà le cas d'ailleurs, mais merci de me dire, de m'éduquer, parce que je pensais vraiment qu'il y avait un critère, en tout cas. Nous, on est confrontés parfois à des entreprises qui nous disent, nous, on veut que les ressources, on veut que les gens soient en Europe, on veut que le critère finalement de l'appartenance des équipes et finalement du travail reste en Europe. Donc c'est déjà le cas pour certains, pour d'autres effectivement pas encore, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une question à se poser. Je peux mettre des critères comme ça aujourd'hui. Je peux mettre des critères cyber, je peux mettre des critères où est l'hébergé. J'ai le droit de faire ce genre de choses. Mais il n'y a pas un critère explicite qui dit que vous avez entre guillemets un bonus ou malus si vous êtes une entreprise née dans l'Union européenne. Voilà. Alors, j'imagine dans le secteur de la défense, c'est un autre monde, bien sûr. Mais nous, du secteur audiovisuel, non, on peut pas. Et là, c'est une question plutôt à titre vraiment très personnel. Hein. Je te sors un peu de ton rôle de DSI et plutôt en tant que technophile. Est-ce qu'on va y arriver en Europe à faire vraiment un cloud européen ? Gaia X n'a pas eu l'enthousiasme que certains y mettaient, en tout cas. Et qu'est-ce que tu en penses ? On va y arriver ? Alors, est-ce qu'on va y arriver ? J'adorerais avoir une boule de cristal. C'est pas Nostradamus, est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce qu'on peut y arriver ? Moi, je pense que oui. On voit bien, en ce moment, par exemple, que ça a l'air de bouger un peu sur les questions de défense. Bon, on lit tous la presse, et ce qui était inimaginable il y a encore un an, ou même quelques semaines d'ailleurs, et apparemment, ça bouge dans l'esprit des Européens de se mettre ensemble sur des sujets de défense. Je m'arrêterai là sur des sujets, évidemment, que je maîtrise absolument pas, mais c'était pour montrer que sur la tech, ça pourrait être la même chose. C'est-à-dire que si on se mettait d'accord entre Européens pour dire qu'il y a 2 clouders sur l'Europe, et c'est ceux-là qu'on veut mettre en avant, je pense qu'on a les moyens. C'est quand même la puissance économique de l'Europe, elle doit être 3e après les États-Unis et la Chine. Donc on a quand même des moyens financiers. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas faire ça. Aujourd'hui, on ne sait pas choisir, parce que si j'en choisis 2, sur les 27 Européens, c'est-à-dire qu'il y en a 25 qui ne l'ont pas. Donc aujourd'hui, il me semble qu'on ne sait pas encore faire ça. Et c'est là où la question se pose, en tout cas dans ce que tu disais, dans la direction dans le sens de parler de préférence européenne. C'est aussi peut-être demain de commencer à réfléchir à des statuts d'entreprise qui soient européens, c'est-à-dire que ce ne soit pas que demain OVH, Mistral, pour en citer que, ou SAP, ils sont allemands,
Ils sont toujours allemands, SAP ? Oui. Ils sont allemands. Que SAP ne soit plus des entreprises françaises ou allemandes, mais des entreprises européennes qui rapporteraient donc à tous les pays de manière égale. Je sais que Paul, tu voulais parler d'innovation digitale, mais là-dessus, je vais te griller parce qu'en fait, il y a une question qui... Moi, je suis un enfant de la télé, réellement. Je suis un enfant de la télé couleur, etc. Et c'est mort, la télévision. L'écran de télé, c'est mort. Aujourd'hui, tout le monde regarde son mobile ou une tablette. Plus personne ne regarde l'écran de télévision dans son salon. Non ? Alors, on ne doit pas vivre dans le même monde, en fait. Okay. Parce que aujourd'hui, les gens regardent encore beaucoup le téléviseur. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, prenons une boîte pure digitale que tout le monde connaît, qui est Netflix. On s'imagine effectivement que qui est née dans ce monde digital. Je crois que c'est 75% de leur consommation qui est sur téléviseur. Donc aujourd'hui, et nous, notre consommation, pour parler de nous avant tout quand même, France.tv, pour beaucoup, la consommation est également sur le téléviseur. C'est sans doute un peu différent si on revient sur l'info, par exemple. Consulter une app d'info sur son téléphone, évidemment. On peut consommer, et ça arrive, bien sûr, qu'on consomme aussi du France.tv sur son mobile, mais le device électronique, qui est l'équipement électronique qui est le téléviseur, reste très fort. Et d'ailleurs, nous, c'est pour ça qu'on continue, je dirais, à investir dessus, puisque non seulement il est très fort, mais si vous allez dans les grandes surfaces acheter votre téléviseur, la taille, la diagonale, c'est de plus en plus grand, ça devient très important en taille, et donc il faut une très belle image pour pouvoir être dans cette grand écran. Sinon, vous allez commencer à avoir un peu les pixels. D'accord. Et donc c'est pour ça que, comme d'autres, nous, on investit sur l'UHD. On a fait les Jeux Olympiques de Paris 2024 en UHD. Et alors, je vais une seconde, parce que sur l'UHD... UHD, pardon, c'est... Ultra haute définition. Ouais, ultra haute définition. Alors, c'est un peu ma marotte sur l'UHD, parce que tout le monde... souvent, les gens disent UHD, c'est 4K. Alors, chacun ses passions, et moi, je m'insurge un peu contre ça, parce que c'est vrai qu'il y a 4K, c'est pour 4000 points par ligne, ça c'est vrai. Mais ce que je trouve formidable dans l'UHD, c'est pas tant ça, moi, c'est la couleur. Le spectre de couleurs, ce qu'on appelle le gamut si on est technique, mais le nombre de couleurs que vous voyez, historiquement, on était autour de 35% des couleurs que voit votre œil dans ses capacités biologiques. Aujourd'hui, avec l'UHD, on a doublé le spectre de couleurs, et on a près de 70% des couleurs de l'œil réel. Et voir des vraies couleurs, moi je trouve que c'est passionnant. Voilà. Et le 8K, c'est pas l'UHD, c'est encore autre chose. Le 8K, c'est encore autre chose. Les Japonais, la NHK, la télé, travaillent dessus. De vous à moi, pour le coup, je pense qu'on va pas le voir arriver tout de suite. Moi, je le vois d'un angle jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, prochaine génération de consoles, on est sur du 8K. Donc il va falloir les téléviseurs. Et je crois qu'il y a déjà sur PC des sorties en 8K, mais bon, c'est encore un autre univers. Chacun ses passions, n'est-ce pas? Exactement. Et attends, pardon, parce que là, tu m'as lancé sur un sujet. J'ai entendu parler du Vivid. C'est pas ça la nouvelle norme chinoise pour justement, parce qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, tu dis qu'effectivement, l'image, vous êtes capable de reproduire 70%, c'est ça, des couleurs. Mais est-ce que les téléviseurs, parce que la télé, TV is dead, mais TV is not dead, est-ce que les téléviseurs aujourd'hui sont capables de reproduire ça? Oui. Alors, voilà, vous m'apprenez quelque chose, tant mieux, comme ça, c'est dans les deux sens. Moi, je connais pas le mot vivide. Mais en tout cas, non, aujourd'hui, on sait, oui, ils savent faire ça dans les téléviseurs. D'accord. Et donc, ça veut dire de nouveaux téléviseurs, donc, qui sont disponibles dans toutes les grandes surfaces, etc. Mais ça veut dire de nouveaux formats, un nouveau format vidéo, donc plus important, plus gros, qu'on est capable de distribuer dans ces téléviseurs. Comment? Parce que qu'est-ce qui a évolué entre la diffusion, le broadcast d'il y a 10 ans, où il y avait pas où on n'était pas capable de diffuser autant de mégas qu'aujourd'hui. Ça, c'est effectivement à l'arrivée chez le téléspectateur. Alors, pour répondre tout de suite à la question, c'est que il y a de plus en plus de débit. Tout le monde, la fibre s'est imposée comme l'accès Internet majoritaire maintenant pour les Français. Et donc, par cette fibre, on peut avoir ce signal. Mais aussi, si vous n'êtes pas équipé à la fibre, ce qui représente toujours 20% des Français quand même, qui continuent à recevoir la télévision par la TNT. Et donc, pour les JO, toujours les JO, on a lancé France 2 en UHD sur la TNT pour ceux qui n'ont pas la fibre et qui souhaitent gratuitement, c'est l'intérêt de la TNT, c'est qu'elle est gratuite pour tous, universelle, eh bien ils ont effectivement le flux HD. Mais la difficulté, elle a été
encore plus en aval de ça. C'est-à-dire comment on fabrique, comment on produit une image en UHD. Ouais. Un débit, un signal UHD, c'est près de 8 gigabits par seconde. C'est colossal. Ouais. C'est beaucoup plus que ce que le téléspectateur va recevoir, lui. Et nous, la production se fait à ces débits-là. Et donc, c'est la bascule qui est en train de se faire aujourd'hui dans tout l'audiovisuel mondial. C'est le dernier maillon de la chaîne qui n'était pas passé en informatique. Je racontais tout à l'heure le montage qui était dans les années 90. Ouais. Là, les années 2020, c'est la bascule du signal qui sort de la caméra, du signal qui sort du micro, qui va tout de suite être informatisé en IP. Et tout va être géré en IP, en informatique, ce qui permet d'aller absorber des débits comme ça. Et il y a une nouvelle norme, c'est ça, c'est l'IP. IP 2110, voilà. IP 2110, qui est le standard, notre standard. Ouais. Et j'ai beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Je crois pouvoir dire qu'on est d'ailleurs, je pense, une des références françaises là-dessus. On l'a prouvé avec les Jeux Olympiques. Basculer toutes nos infrastructures dans l'IP, ce qui va permettre, alors là c'est peut-être un peu technique, mais ce qui va nous permettre d'avoir des vrais data centers audiovisuels. Avant, on pouvait pas. Avant, on était toujours obligé de mettre l'intelligence des régies, du mélangeur, du mixeur à côté du mélangeur, du mixeur dans la même pièce, en fait. Maintenant qu'on bascule en informatique, on peut faire comme pour le reste de l'informatique, mais des data centers. Et c'est vraiment aujourd'hui, pour simplifier la compréhension, mais c'est que à la sortie de la caméra ou à la sortie du camion régie, le signal est directement en IP, en numérique. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de cohabitation entre de l'analogique et du numérique. On est tout en numérique et ça y est, tout est dans les... Et comme tu le disais, Cisco a remplacé Sony. Oui, on est dans le numérique, mais on est, je le précise, dans l'informatique. Alors là, je ne sais pas si je vais commencer à être trop technique, mais ça fait longtemps que le signal de la vidéo qui sort est numérique. Et avant, on appelait SDI à 270 mégabits par seconde, c'est-à-dire que c'était déjà des 0 et des 1. Ça fait maintenant quand même 20 ans, plus de 20 ans que c'est comme ça. Mais par contre, c'était pas un signal informatique IP qui passe par des routeurs, qui passe par des routeurs Cisco par exemple pour le cas de France Télévisions. Et parce que ça passait pas par des paquets IP et par des routeurs, alors on ne savait pas le transporter avec les bonnes latences à des data centers qui peuvent être à des kilomètres de ça. Et ça change beaucoup de choses. Ça change d'abord d'avoir les data centers, mais pourquoi c'est intéressant ? Nous, on a 24 régions par exemple. Et ben, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est lorsqu'on fait une émission de télévision, allouer de la puissance à telle ou telle ville de façon dynamique, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et là, tout d'un coup, comme toute la puissance est dans un data center unique, eh bien, si Marseille ou Dijon veut faire une émission à 14h, ben, on peut lui allouer, et pas les autres, alors on peut lui allouer toute la puissance. Et Clermont-Ferrand. Et Clermont-Ferrand. Toujours. Et surtout Clermont-Ferrand. Surtout Clermont-Ferrand. Donc j'ai compris que l'IP 2110, c'était, entre guillemets, l'innovation d'aujourd'hui, du présent. Et si on se pousse, allez, on parlait des JO 2030, 2032, quelles sont pour toi les prochaines innovations qui vont toucher le téléspectateur ou la chaîne de fabrication de l'image ? Alors, dans la chaîne de fabrication, ce que je ne saurais pas dire, parce que j'ai malheureusement, comme tout à l'heure, pas vraiment la boule de cristal, mais toujours pas, mais à quel point le cloud va prendre, jusqu'à quel pourcentage le cloud va prendre de nos infrastructures ? Est-ce que ça finira à 100% ? Est-ce qu'au bout du bout, tout est dans le cloud ? Peut-être. Ça, c'est pour nous la fabrication. Pour le téléspectateur, moi, je crois, même si c'est un peu passé de mode au moment où Mark Zuckerberg avait changé le nom de son entreprise vers Meta, c'était les métavers. On en parle beaucoup moins maintenant. Les expériences immersives. Les expériences immersives, exactement. Ouais. Et moi, je pense que ça reste quelque chose d'une expérience qui est nouvelle, qui est, quand on la vit, récemment, une entité du groupe qui s'appelle le Story Lab, dirigée par Jeanne Marchalot, qui a fait une expérience comme ça, d'une fiction où vous êtes dans les tranchées pendant la guerre de 14. Ouais. C'est incroyablement saisissant. Vous avez l'impression de vivre ça. Alors, autant de vous dire que c'est même un peu stressant parce que vous êtes dans les tranchées. Mais c'est quand même une expérience nouvelle. Et moi, je crois qu'elle va arriver. Et votre programme est autour aussi des jeux vidéo. Peut-être que les jeux vidéo seront les premiers à y aller avant la télé. Mais je crois que ça va arriver. Ouais, les jeux vidéo ont déjà essayé. Ils y sont aujourd'hui. Il y a des... Mais effectivement, je pense que c'est pas encore suffisamment grand public. Ouais. Et ce que tu décris, je pense, est le fameux cas d'usage qui va faire exploser, je pense, les expériences immersives. On verra les casques, il y a des essais, mais je suis tout à fait d'accord qu'à un moment donné, il y aura quelque chose complètement qui va bouleverser finalement notre rapport à l'image.
Ouais, l'idée, c'est pas de vivre dans le casque, mais d'avoir cette expérience de temps en temps, une expérience incroyable, et comme quand on va dans un parc d'attractions, on passe pas notre vie dans un parc d'attractions, mais on aime y aller de temps en temps, quoi. Okay. Oui, ça va arriver. Alors, le film de référence, c'est le fameux film Ready Player One. Mais c'est pas très réjouissant. Mais ça se termine le film par un peu, justement, un retour au monde réel. Ouais. Et donc, je crois qu'il y aura forcément une appétence pour aller vivre des... Moi, on va encore parler des Olympiques, mais c'est normal. Les Olympiques, on le vit une fois tous les 100 ans. Et donc, mais sur les Jeux Olympiques, on a tourné des images, justement, pour le casque d'Apple et le casque Oculus. On a tourné des images à la fois de rugby, à la fois Roland-Garros. À Roland-Garros, vraiment, moi, j'avais le casque sur la tête et je faisais ça avec la tête parce que je suivais la balle. Ouais. Et on est complètement... Et je regardais à côté de moi mon voisin pour me dire, tiens, à côté de qui je suis assis. Donc, il y avait une réalité, une vraisemblance quand même assez extraordinaire. Sur le rugby, c'est pareil. Vous voyez les actions, évidemment, au plus près, parce que vous êtes sur le bord du terrain. Quand vous êtes un casque, vous avez... impossible Tout le monde n'a pas les moyens d'être sur d'être entraîneur. Là, vous y êtes. Donc, moi, c'est pour ça que quand on l'a vécu, quand on a fait ces expériences... et qu'on est un petit peu geek, on a assez peu de doutes sur le fait que ça va arriver. Il y a encore des améliorations technologiques dont on a besoin pour que ce soit, comme tu l'as dit, très grand public. Ne serait-ce que le coût, parce que le coût du casque Apple est inaccessible en fait pour le grand public. D'ailleurs, je crois qu'ils sont un peu en train de changer de stratégie. Mais une fois que les coûts seront abordables et que la vraisemblance sera peut-être encore un cran au-dessus, j'ai assez peu de doutes sur le fait que ça sera quelque chose qu'on aura envie d'essayer. On travaille ensemble dans le même bureau en plus. Donc, Bon alors Gaël de Clermont, c'est le moment de la playlist ? Oui. Première question de la playlist, Frédéric, quel est ton média préféré, un film, une série ou un livre que tu nous recommandes aujourd'hui ? Moi, je vais pas aller chercher loin. Je vais vous parler juste du film que j'ai vu hier soir, et qui est Anora, qui est celui qui a gagné l'Oscar, je crois la Palme aussi, non ? Qui est formidable. Alors en plus, moi, c'est particulier parce que je suis marié avec une femme russe, et donc ça se passe dans la culture et dans le monde russe, mais aux États-Unis. Et le film est extraordinaire, très très drôle, très bien. Je sais pas si tu es gamer, mais est-ce que tu as un souvenir de jeu vidéo à partager avec nous, un jeu vidéo à nous recommander auquel tu joues en ce moment ? Alors en ce moment, non, je suis pas gamer au sens où je continue à jouer, mais j'ai joué quand j'étais plus jeune. Mais alors j'ai peur de répondre, parce que si je réponds, on va commencer à trouver mon âge. Mais j'ai joué moi je me rappelle, on était une fratrie à très nombreux, on était 4 frères, et donc il y avait des compétitions extrêmement poussées autour de Decathlon, qui était un jeu sur les premiers ordinateurs Apple IIe. Donc c'était rétro gaming à une certaine époque plutôt. Voilà, très bien. On jouait avec les touches. Ouais, parfait. Ouais. Compétition sportive, les Jeux Olympiques, Decathlon, je pense que c'était les Jeux Olympiques. Oui, exactement. Très bien. Et pour terminer, on va enchaîner avec le sport. Quel est ton plus grand souvenir sportif que tu veux partager avec nous ? Je vais forcément vous répondre des Jeux Olympiques de Paris. J'ai eu l'occasion et la chance d'aller sur plusieurs événements. Je suis allé voir la lutte gréco-romaine, l'aviron, la boxe. Mais mon sport préféré, moi, c'est la natation. Donc j'ai eu l'occasion d'aller sur le bassin à la Défense Arena. Je n'ai pas vu Léon Marchand, je le dis tout de suite parce que c'est normalement j'ai pas eu cette chance, mais j'ai vu des grands nageurs. J'ai vu Cathy Ledecky. Alors je sais pas votre connaissance du monde de la natation, mais c'est la plus grande nageuse vivante, Cathy Ledecky, américaine, extraordinaire. Et Caleb Dressel, grand nageur aussi. Donc j'étais. Merci Frédéric pour ce partage de ces quelques passions. Bah écoutez, on arrive à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, d'enregistrement. Merci beaucoup, Frédéric. On a balayé plein de sujets, depuis la construction de l'information, les usages tech. On a même parlé d'AWS. On a parlé des JO. Donc, je crois que Gaël de Clermont-Ferrand est content. Tout le monde sait que Gaël est de Clermont aujourd'hui. Merci encore d'être venu. C'était super. On n'a pas parlé de l'application France TV. Ce sera peut-être pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'être venu et j'espère que tu as passé un aussi bon moment que nous. Merci de votre invitation. J'ai passé un très bon moment. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.